C'était quoi là? C'était, on va voir. Le grand direct de la santé, la suite, avec Elisabeth Assayas, toujours. Isabelle Quenin, le docteur Martine Pérez et notre psychologue, Sabrina Philippe. Oh mon Dieu, c'est un carnage là ce lancement. On va le garder pour vos pires lancements. Hein. D'accord. Trop gros, trop petit, pas assez intelligent ou trop timide, vivre avec un complexe peut aisément vous gâcher la vie ou rater un lancement par exemple. Alors quand rien ne fonctionne, pour s'en débarrasser, pourquoi ne pas tenter l'hypnose? On va en parler avec vous, Sabrina Philippe. D'abord, est-ce qu'on peut définir ce que sont que les complexes? Oui, alors c'est un mot qu'on utilise dans le langage courant, mais pas vraiment. Ce qui n'est pas vraiment utilisé par les professionnels, notamment les psychologues. On va rarement nous parler de complexe, mais c'est un mot du langage courant qui va en fait signifier une fixation qu'on a négative, soit sur une partie de notre corps, de notre visage, de notre corps, soit sur un comportement, et qui va engendrer un sentiment de honte. Et surtout, en fait, la personne complexée se projette en permanence dans la tête de l'autre ou des autres en imaginant ce qu'ils pensent d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle imagine que l'autre en face pense que son nez est trop gros, qu'elle se comporte comme ça. Voilà, c'est toujours la projection dans l'autre. Mais est-ce que c'est normal d'avoir des complexes? Alors oui, c'est tout à fait normal. En réalité, nous en avons tous des complexes parce que déjà, pour deux raisons. D'une part, on ne se voit jamais tel que l'on est vraiment. Donc on imagine que certaines parties de notre corps ou des comportements sont plus visibles qu'ils ne le sont en général. Et puis on a une image toujours idéalisée de soi-même. C'est-à-dire qu'on a une image un peu parfaite de ce qu'on voudrait être. Et cette réalité ne colle jamais à cette perfection qu'on a dans notre tête. Donc des complexes, on en a tous, ça c'est sûr. Ce qui est assez étonnant, c'est quand on a un petit bouton, en général, on a tous l'impression que c'est énorme et que toute la journée, tout le monde va voir que ça, il va parler que de ça, alors qu'en réalité, c'est tout petit et personne ne le voit. Ça, c'est un très bon exemple. Assez simpliste, mais c'est vrai que... Non, mais c'est un très bon exemple. On ne se voit jamais tel que l'on est. On fait justement une petite fixation, comme ça. Quand ça reste une petite fixation, ça va. Pour certains, ce n'est plus de l'ordre de la petite fixation. Est-ce qu'il existe plusieurs types de complexes? Alors oui, bien sûr. Vous avez tout ce qui est complexe physique. Alors ce sont surtout les femmes qui sont touchées par les complexes physiques. Bon, les hommes également, avec notamment les cheveux, la perte des cheveux pour les hommes. Mais pour les femmes, ça va être évidemment le poids, bien souvent, les formes du corps, donc les seins, les hanches. Vous savez, la fameuse culotte de cheval qui est déterminée comme ça, c'est terrible. Les jambes, le ventre. Et puis, pour les hommes, je le disais, souvent plus les cheveux que les mais ça, attributs le du physique, visage. mais les complexes, c'est pas forcément que physique. Par exemple, on peut être complexé parce qu'on a pas assez d'argent, parce qu'on se sent mal habillé. Voilà. Alors ça, c'est le complexe des origines aussi. Vous avez des personnes qui sont complexées par leurs origines, qui peuvent être modestes. Vous avez des complexes, tous les complexes psychologiques, c'est l'infériorité, souvent. Ça va mettre en jeu l'infériorité. Alors, soit socialement... C'est dur comme mot, ça, l'infériorité. Oui, mais c'est un sentiment d'infériorité. C'est pas qu'on est inférieur, mais c'est le sentiment d'infériorité. On se sent pas assez intelligent. Vous avez des complexes, des personnes qui complexent en disant, moi, j'ai pas un niveau d'intelligence suffisant ou suffisamment aussi cultivé. Exactement. Social aussi, je ne sais pas faire avec les autres, je ne sais pas prendre la parole en public, je ne sais pas parler dans une réunion, je ne sais pas, voilà. Donc vous avez énormément de complexes différents. Mais ça vient d'où en général? Alors souvent, l'origine, elle est simple, souvent ça vient de l'enfance, et souvent l'attitude parentale, elle est déterminante. C'est-à-dire que soit vous avez des parents qui ont énormément protégé l'enfant, vous savez, des parents qui sont très très protecteurs vis-à-vis de l'enfant, qui finalement encensent toujours cet enfant dans la sphère familiale et privée. Et quand l'enfant se retrouve à l'école, et après quand il grandit, il va se retrouver avec des amis ou en entreprise, il est tellement surprotégé qu'il ne sait plus faire vis-à-vis des autres. Il a une image de lui qui ne correspond pas à une certaine réalité. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'attitude complètement inverse. C'est pour ça qu'il faut toujours trouver la juste mesure. Vous savez, les enfants, il faut toujours leur dire que c'est bien, mais quand c'est vraiment bien. C'est important de rester toujours dans cette mesure de réalité. Donc, à l'inverse, vous avez des parents, par exemple, mère-fille, parfois d'une très grande rivalité, où les parents vont finalement critiquer l'enfant énormément. Ou père-fils dans cette rivalité-là, ils le critiquent énormément, ils remettent en cause ce qu'il est, ce qu'il fait, soit physiquement, souvent les filles, soit dans ses comportements, et là il va perdre confiance en lui. Mais est-ce qu'à un moment il faut consulter quand même, parce que vous dites c'est assez banal et on a tous, forcément quand on s'interroge, on a tous des complexes sur quelque chose, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il faut consulter? Alors il faut consulter à partir du moment où ça constitue une entrave dans votre vie. Si ça vous empêche de faire des choses, consultez. Voilà. Alors physiquement, qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez des personnes qui justement ne vont pas sourire parce qu'elles sont complexées par leurs dents, qui ne vont pas parler vis-à-vis des autres, qui vont se replier sur elles-mêmes, l'inhibition, on en parle. Bon.
quand c'est physique, et puis évidemment psychologique, quand ça vous empêche d'être avec les autres tout simplement, même au travail, ça vous empêche d'évoluer dans votre travail. Dès que ça vous empêche de faire quelque chose. Alors après, il y a des versants où on peut aller jusqu'à la pathologie. On parle de dysmorphophobie pour le corps, c'est-à-dire qu'on a une image complètement déformée de son corps. On voit plus son visage tel qu'il est. Et si Sidney Ohana était avec nous, il nous le dirait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la chirurgie esthétique, c'est vraiment à éviter, puisque justement, la personne n'est jamais satisfaite. Vous lui refaites le nez, elle vous dit c'est les pommettes. Vous lui refaites les pommettes, elle vous dit c'est la bouche. Voilà. Vous avez des personnes comme ça qui ne se voient pas telles qu'elles sont. Et puis psychologiquement, c'est tout ce qui est phobie sociale. Hein, quand la personne n'arrive plus à être avec les autres et à agir avec les autres. Alors l'un des objectifs de cette chronique était de savoir si l'hypnose pouvait être une solution. Oui, c'en est une. Alors attention, c'est pas une solution miracle. Il n'y a pas de thérapie miracle, mais on sait que ça fonctionne assez bien avec l'hypnose. Alors l'hypnose médicale, je le précise, parce qu'on avait reçu dans cette émission Mesmer qui parlait de l'hypnose de spectacle, c'était très intéressant, mais la différence, l'hypnose médicale, c'est qu'en fait, ça permet au patient de reprendre le contrôle de son corps. C'est toute la différence avec l'hypnose de spectacle, où en fait, on fait faire à la personne ce que l'hypnotiseur veut. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer chez cette personne un point zéro, où elle est débarrassée dans sa tête, parce qu'elle est ailleurs, elle est débarrassée justement de tous ses complexes, et on installe, par le biais de l'hypnose, ce bien-être du corps et du comportement. Mais quand la personne se réveille, et bien justement, cette expérience s'inscrit dans le corps. Pourquoi ? Parce que tout ce que l'on vit dans notre imaginaire et sous hypnose est une expérience qui a la même valeur que ce que vous vivez dans la réalité. C'est-à-dire que ça s'enregistre de la même façon dans votre tête, dans votre conscient. Donc si vous imaginez que vous n'avez plus peur d'aller dans la rue, c'est une expérience positive qui s'inscrit de la même façon que si vous l'avez vécue. Mais si on a un complexe parce qu'on a un gros cul par exemple, on va se réveiller, on l'aura toujours quoi. Vous l'aurez toujours, mais vous le verrez différemment. Ah. Isabelle Quenin, justement, un témoignage. Exactement. Est-ce que quelqu'un qui n'a aucun complexe, c'est pas aussi insupportable ? Alors, quelqu'un qui n'a aucun... Ça n'existe pas, mais ça peut être un signe de pathologie aussi. C'est grave. Oui, c'est grave. Oui. Parce que quand vous n'avez aucun complexe, quelque part, vous n'avez pas justement ce ressenti de vous-même. Vous voyez, faut se ressentir. Enfin, vous avez un ressenti qui dit mon nez il est un peu comme ça, il est bon. Vous passez dessus, vous partez, vous dites mon nez il est comme ça. Voilà, c'est ma personnalité, je l'accepte. Mon nez est un peu proéminent. Mais c'est la réflexion quand on est gamin souvent qui marque quand on parle avec les gens et qui est souvent un prof qui te dit t'as vu t'as de grands pieds, etc. Et ça reste à vie en général. Alors c'est pour ça que l'hypnose aussi peut agir d'une autre façon, c'est qu'on va pouvoir aller revisiter l'enfance et revisiter ce qui s'est passé, notamment certains souvenirs qui se sont ancrés et notamment à l'école. Vous faites bien de le souligner. Parfois ça peut être très violent parce que vous savez les enfants parfois sont assez méchants entre eux, donc vous pouvez avoir des groupes d'enfants qui se liguent contre un élève. Oui, et justement, ça peut... Et on consulte où ? On consulte en général, alors toujours, je le signale, vous consultez toujours quelqu'un qui a un diplôme d'État, c'est-à-dire vous avez des médecins qui sont formés à l'hypnose, vous avez des psychologues qui sont formés à l'hypnose, vous avez des psychiatres qui sont formés à l'hypnose. N'allez pas voir de thérapeutes qui n'ont pas de formation certifiée. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Dans un instant avec Isabelle Quenin, on va parler de la routine quand on s'ennuie dans son quotidien. Que faut-il faire ? Comment casser la routine ? Les conseils d'Isabelle Quenin dans un instant. À tout de suite.